Coucou ma biche. Hello ma biche. Alors Chris, merci d'être là. Avec merci, plaisir. merci d'être ami avec moi aussi. Merci d'être parmi nous. Je vais établir certains liens que j'ai fait de toi pour pouvoir te présenter. Il y en a qui vont revenir d'une certaine façon au niveau du flow, au niveau du podcast. Et puis il y en a d'autres qu'on va peut-être étayer, découvrir ou avoir un petit deep dive dedans parce que c'est peut-être plus intéressant que le reste. Magicien, c'est comme ça que je t'ai rencontré, plus ou moins. Même si c'est pas tout à fait juste. Je t'ai plutôt rencontré en chef-coq, en chef cuistot. C'était un anniversaire dans un château et t'étais là avec un t-shirt dégueulasse et un logo qui est en fait le logo de ta boîte. Et t'étais occupé à faire un dîner 7 services, je pense, gastronomique. Et je dis, ah, c'est bien, Max, t'as pris un chef pour ton anniversaire. Il dit, non, c'est un pote. Et c'est pas du tout son métier. Ok. Et je dis, ah, tiens, tu fais quoi dans la vie? Écoute, mec, je suis dans la tech, je suis dans la data. D'ailleurs, c'est ma boîte. Ok. Et tu fais à manger pour tout le monde, on est 20. Mais écoute, c'est magnifique, dans ce château. Écoute, on va passer une bonne soirée. Et finalement, on est encore là. On a passé une très bonne soirée et on a encore passé des très bonnes soirées entre-temps. Ouais. Penbox, donc Penbox, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui tu as déjà expliqué le concept et ils n'ont toujours pas compris. Donc on va essayer de démystifier ce concept aujourd'hui. AXA, AXA, si évidemment. ça marche bien, je pourrais le montrer à ma mère. Mais, Exactement. AXA, donc tu étais quand même responsable, Head of AI, responsable de l'intelligence artificielle chez AXA. C'est pas rien. Alors ça, c'est un fun fact, tu as travaillé dans le chocolat. Ouais. J'ai vu ça. Tu as travaillé chez Belvas. T'as fait tes devoirs, chocolat. c'est bien. Si je te dis change the world and bite at a time. Exactement. C'est quoi? Bah, c'est le slogan. C'est le slogan de Belvas Chocolate. Ouais. Qui existe toujours. Hein. Bah écoute, on peut en parler. Moi, je voulais avoir aussi en tout cas, quand je te vois, et c'est pas que tu es lobotomisé ou cérébralisé, mais je pense à Elon Musk et Neuralink. Je fais vraiment des liens par rapport à ça. Et je voudrais à un moment qu'on en parle, si possible. Et puis, évidemment, tout ce qui est ChatGPT, le cerveau et la partie AI. Pour info, tu travailles dans InsurTech, donc la technologie assurantielle. Et puis, c'est un peu plus vaste avec Penbox. Voilà, en tout cas, la manière dont je pourrais te peindre lorsqu'on te présente. Voilà. Est-ce que tu peux faire pareil sur moi, enfin de ta part sur moi? Est-ce que tu peux aussi me présenter, on va dire, de la sorte? Bah, du coup, on s'est rencontrés au même endroit. Hein, Je me rappelle, j'étais là. Voilà, exactement. Oui, différemment, parce que en effet, de cette soirée-là, j'étais très occupé. Donc, j'ai juste vu un énergumène qui prend de la place, mais de la bonne place. Écoute, moi, les gens qui me nourrissent, je respecte. Hein, donc, exactement. Du coup, qui a pris aussi pas mal de bouffe. ouais. Quelqu'un avec qui je me suis très très vite super bien entendu. D'ailleurs, je pense que quelques mois plus tard, tu étais invité à mes 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Heureusement, c'est pas moi qui fais à manger à ce moment-là. Exactement, mais c'était pas moi non plus. Pour une fois. C'était Max. Et je pense qu'à ce moment-là, je savais toujours pas très bien ce que tu foutais comme boulot, tu vois. Ouais, c'est chacun. Ouais, mais je sais que tu sais toujours pas. Et tes employés non plus. Et au final, on s'est rendu compte qu'on travaillait dans la même industrie. Exact. Pour les mêmes genres de clients, voire les mêmes clients. Exact. Et donc, du coup, c'est très, très chouette de se rendre compte que déjà, tu peux m'apporter plein de leads. Donc, ça, c'est top. Et surtout qu'on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques avec les mêmes clients, qu'on touche les mêmes choses pour les mêmes gens. Et qu'au final, ça, c'est le boulot. Et qu'à côté, on peut passer des moments super chouettes au resto, en soirée. Léger et festif. Voilà. Les mêmes envies, les mêmes passions. Exactement. Et c'est comme ça que je te dépeindrais la partie très pro qu'on peut avoir dans un monde quand même assurantiel, dicté par pas mal de règles et professionnalisme. Exact. Et la partie très funky que tu peux avoir dans tous les événements ou soirées ou sorties ou restos qu'on fait. Quoi. Parce que je t'ai revu, effectivement, donc on disait magicien, je t'ai revu dans un autre cadre, c'était dans un restaurant festif à Bruxelles. Et là, je pensais que tu étais client, mais en fait, tu te trimballais de table en table. Je me dis, soit il mendie, soit il travaille ici. Je me suis donc dit que c'était un mendiant. Mais tu m'as pas donné l'argent, donc c'est pas sympa. J'ai pas eu le temps, tu me l'as volé, en bon magicien que tu es. Et donc, effectivement, tu as également un talent de magicien. On va mettre cette parenthèse pour la suite, parce que j'ai un petit jeu avec ça, et je voulais évidemment avoir un show gratuit. Quoi. Ah, ben j'avais bien compris. L'assurance, donc on va dire que ce qui nous lie, c'est l'assurance. C'est un monde un peu poussiéreux, qui manque de digitalisation, qui manque d'innovation, sur lesquels je travaille de mon côté en tant que
que partenaire dans un cabinet de conseil spécialisé en stratégie et transformation bancaire et assurantielle. Comme tu le sais, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Toi, tu as fait AXA. Tu as fait quand même pas mal de temps chez AXA. Tu as fait Accenture avant. Tu étais dans la consultance. AXA, Head of AI, Head of Innovation, Head of Technology pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, 2 ans et demi. Et puis, tu as monté ta boîte qui est en lien avec tout ce qu'on se dit. Ici, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur la partie AI, innovation, et surtout le monde de l'assurance qui, je pense, est un peu plus vétuste, qui est en phase d'évolution et de changement, mais déjà depuis quelques temps. Comment est-ce que tu vois justement cette phase d'innovation et les potentiels de l'intelligence artificielle au niveau de l'assurabilité et de l'assurance? Le premier constat que j'ai, c'est la raison pour laquelle l'assurance est un petit peu en retrait par rapport à tout ce qui est innovation, etc. C'est d'abord parce que, elle n'a pas vraiment besoin d'innover. Pourquoi? Quand tu achètes une assurance, tu achètes un contrat qui est principalement une promesse que ton assureur va être là quand tu auras un problème. Conceptuellement, il n'y a pas beaucoup besoin de technologie pour acheter un contrat qui te dit dans 1 an ou dans X ans, quand il y aura un problème avec ta maison, ta voiture, on sera là. Donc déjà, il n'y avait pas un besoin fondamental. Donc selon toi, l'écosystème et la structure du marché fait que les acteurs sont bien implantés et ça fait que chacun fait son business et chacun est rentable. Ouais. Et en fait, ils n'ont pas tellement d'initiative à bouger. Exact. Déjà, une assurance, tu dois l'acheter, entre guillemets, par rapport à un bien, etc. Donc, il y a un peu un besoin d'acheter ton assurance. Tu es obligé de l'acheter. Souvent, tu es obligé de l'acheter, même légalement. Et donc, tu n'as pas vraiment besoin d'innover parce que c'est un besoin naturel des gens d'acheter leur assurance. 2, comme je te dis, c'est un papier. Donc, en gros, tu signes ton contrat et puis c'est là. C'est une promesse. Donc, en fait, tu n'as même pas besoin de voir ce que tu achètes vraiment. Ouais. C'est juste une promesse. Ce qui fait que tu as tendance à te diriger directement vers des grands acteurs du marché parce que tu as envie de te dire c'est la promesse de quelqu'un en qui je peux avoir confiance et qui sera là quand j'aurai un problème. Experts, ils sont connus. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais je les vois partout. Exactement. Et puis tu te dis, s'ils sont toujours là, c'est qu'a priori, ils aident les gens quand ils ont un problème. Okay. D'ailleurs, toute leur pub est ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le marché était un peu disrupté par des insurtech? Donc, insurtech, pour rappel, c'est des technologies d'assurantiel. La première que j'ai en tête, c'est Lemonade, qui était la plus connue. Alors, c'est peut-être un peu moins connu en Europe ou en Belgique, mais en tout cas, aux États-Unis, très, 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 très connu. Qu'est-ce qui a fait que le marché a commencé à être un peu disrupté par rapport à des nouvelles technologies? Tout d'un coup, il y a une nouvelle génération qui est arrivée sur le marché, qui avait potentiellement besoin de produits assurantiels qui étaient peut-être un peu plus digitaux et un peu plus dans l'air du temps. Et donc, il y avait en effet un gap sur le marché par rapport plutôt aux canaux de distribution et au type de personnes que tu allais toucher. Typiquement, les monnaies aux États-Unis, c'était sur les personnes qui louaient leurs biens, les locataires. Donc évidemment, tout de suite, une tranche des personnes qui sont plus jeunes, a priori. Ok, c'est quoi l'équivalent en Belgique? T'as pas vraiment d'équivalent en Belgique. On a Swins, sorry Didier si j'ai dit il n'y a pas d'équivalent en Belgique. Didier Murena, qu'on connaît bien. Big up à toi. Et donc oui, en effet, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, mais qui font pas non plus autant de bruit avec autant de marketing disponible que des Lemonade. Ceci dit, les Lemonade, à l'époque, on le montrait comme la super insurtech qui allait tout révolutionner. Aujourd'hui, j'espère que tu n'as pas acheté des actions Lemonade, parce qu'en bourse, c'est un peu le bordel. Maintenant, après, tu as vendu il y a 2 ans. Voilà, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas si simple aussi dans le marché de l'assurance de le disrupter, parce que ce n'est pas qu'un sujet purement de distribution. Bon, après, en général, tu te fais racheter, non? Quand ça marche bien, tu es le petit acteur, tu te fais englober par un gros, non? Les gros ont pas besoin. Il y a quand même beaucoup de consolidation dans le secteur assurantiel. Oui, c'est vrai. Mais il y a de la consolidation, on va dire, de brokers. Plus petites boîtes d'assurance vers des grosses boîtes d'assurance, toutes qui datent d'un certain âge. Et pareil sur les brokers, c'est plutôt une consolidation pour réduire les coûts plutôt qu'une consolidation pour acheter. Pour opportunité, d'accord. À part peut-être Belfus qui a fait. Tu veux dire quoi, que les gros acteurs assurantiels ne vont pas acheter une boîte pour la technologie? Non. Ok. En tout cas, dans l'état actuel. Pour le portefeuille. Pour le portefeuille. Donc, ces petites boîtes technologiques ont intérêt à monter vite un portefeuille. Ouais. Okay. Aujourd'hui, dans le monde de l'assurance, c'est ça. Ok. Si on revient pour la partie, donc justement, intelligence artificielle, c'est quoi pour toi l'intelligence artificielle? Avant de répondre à ça, mais je vais arriver à cette réponse-là. Alors ici, je t'explique, on fait ce qu'on veut. Hein. Je sais, t'inquiète. On est à 2, tu vas faire un truc. Mais tu vas voir, ça va faire une belle transition vers ta question. Oh, j'adore. C'est la deuxième raison pour laquelle le monde de l'assurance n'a pas évolué assez vite en innovation, c'est parce que c'était de base des contrats, donc c'est très très basé sur l'exception. Je dis toujours l'exception, c'est la règle dans l'assurance. D'accord. Et donc c'est très compliqué de
avec les technologies d'il y a 5 à 10 ans, de rendre ça digital. Tu vois, quand tu commandes un truc sur Deliveroo, etc., c'est très, très structuré, c'est très facile à faire. Les contrats, c'est très compliqué. Gérer un sinistre, c'est très compliqué. Tu vas digitaliser l'entièreté du processus c'est très compliqué. D'un contrat, du début à la fin. Le structurer, mettre un process autour, etc., c'est très, très compliqué. Et donc, en fait, il n'y avait pas d'outils pour travailler avec des données non structurées à l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, digitaliser ça, c'était très compliqué. En banque, ce qui a marché, c'était les apps bancaires pour pouvoir faire des versements, parce qu'a priori, un versement, c'est assez simple, quoi. D'accord. Un sinistre, très compliqué. Et donc, aujourd'hui, avec le monde de l'IA... C'est compliqué. C'est devenu compliqué parce que c'était structuré de la sorte. Oui, mais bon, en général, le problème, c'est qu'un sinistre, il n'y a que des exceptions. Logiquement, je fais une photo. Ah, tu veux dire est unique. Ouais. Okay, chaque cas est unique. Tu as un sinistre. Est-ce que tu es rentré un peu comme ça dans le mur? Bien sûr. Par rapport à des contrats derrière, et il y a des règles pour dire... Donc déjà, comprendre la situation et le contexte de l'accident, c'est un. Et puis le mettre en perspective par rapport à un contrat. Il y a un niveau analytique derrière assez important. Exactement. Okay. Et aujourd'hui, avec l'AI qui arrive sur le marché, ce qu'on se rend compte, c'est que cette AI-là est très, très douée pour gérer des données non structurées. D'accord. Et donc, maintenant, il y a un vrai potentiel pour pouvoir justement travailler sur des cas d'usage type non structuré, des contrats, mais aussi des circonstances de sinistre, des rapports de police, etc., pour pouvoir structurer des données non structurées de manière automatique avec l'intelligence artificielle. Et ça n'existait pas il y a 3 ans, même 2 ans, avec l'anniversaire de ChatGPT récemment. Est-ce que tu es considéré comme le geek de l'assurance? Personnellement ou avec ma boîte? Est-ce que quand les gens te voient, te rencontrent et te connaissent un peu de loin, te disent « Ah, Christophe Castan, c'est le geek de l'assurance, le techos de l'assurance, le disrupteur de l'assurance ». J'aimerais le penser, mais je pense pas, non. T'aimerais le penser, ok. Je pense que c'est flatteur de se dire « Ok, je suis représenté comme ça ». Non, je pense pas. Non, ok. Et tu utilises l'AI en daily life dans ta vie de tous les jours? Même en dehors de ma boîte qui évidemment utilise l'AI. C'est quoi, tu fais quoi? Maintenant, je pense que j'écris quasi plus jamais un mail sans le refaire passer dans l'AI. Ok, donc tu scriptes, tu bullet points et il te fait ton mail? J'ai mes petits prompts qui le rendent assez sympathique, quoi. Ok. Parfois, même pour corriger l'orthographe. Ça reste un peu boulot. Oui, après, tu fais pas que des mails pour le boulot, quoi. Non, je parle de plutôt productivité de la vie. Je suis un peu moins... Alors, je vais le faire beaucoup. Je vais utiliser ChatGPT pour remplacer Google Search. D'accord. Souvent, tu utilises Google Search. Écologiquement, apparemment, n'est pas... Non, c'est pas du tout. N'est pas recommandé. Non, exactement. Okay. Mais pour avoir des réponses à des questions un peu plus avancées, c'est clair que je trouve ça beaucoup plus chouette d'utiliser ChatGPT. Ouais. Alex, ma compagne, a tendance à utiliser ChatGPT maintenant pour s'inspirer de tout. Tu vois, qu'est-ce qu'on va manger si on va à Londres, qu'est-ce qu'on devrait aller voir. En fait, elle te parle plus. Voilà, écoute, j'ai un autre mec qui s'appelle ChatGPT. Je vais lui demander, il est plus smart que toi. Et je m'en veux, parce que c'est moi qui lui dis, il faut absolument que tu joues avec ChatGPT, tu verras, c'est vraiment top et tout. Donc, et puis après, toi, dis voilà, peux-tu faire manger, on fait ça. D'accord. Est-ce que tu connais l'application Perplexity? Ouais, Perplexity de AI. Ouais. Alors moi, je trouve ça très, très sympa parce que quand tu t'ennuies, donc avant, t'allais... Donc tu peux aller aux toilettes et tu prends un journal, une BD. Finalement, tu peux aller sur Perplexity et soit apprendre des trucs, soit penser que tu sais des choses, mais en fait, tu sais rien. Donc là, je vais te poser 2 questions et on va essayer de voir si tu sais y répondre sans AI. Alors, ce qui est sympa, c'est que ça tourne tout seul. Donc après, tu peux continuer. Hein, donc voilà, ça c'est très facile. Je te prends vraiment une facile. Non, je te dis, elle est vraiment facile. Quand je dis c'est facile, c'est-à-dire que moi je connaissais les réponses. Alors, pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Alors, je ne connais pas la réponse. C'est pas vrai. Non, aucune idée. C'est fou ça. Ok. Mais tu peux donner la réponse pour les autres. Alors, on va donner la réponse. Donc, si j'ai la réponse, les flamants roses doivent donc, en fait, c'est dû à la nourriture. Doivent leur couleur à leur alimentation riche en caroténoïdes, ça évidemment j'avais pas la ref, présents dans les algues et les crustacés qu'ils consomment, donc typiquement les crevettes, etc. C'est-à-dire que les eaux salines, donc il y a déjà des flamants roses qui sont moins roses, en fait ça dépend évidemment de l'eau, parce que les eaux, si c'est plus salin ou moins salin, il y a plus de crevettes ou moins de crevettes. Donc voilà, ok, ça c'est assez facile. Ce qui est très sympa, c'est que tu as des petites vidéos, etc. Alors, voilà, ça par exemple, planifier un voyage à Paris pour 5 jours. Ça, on n'a pas besoin de ChatGPT ni de Perplexity. Non, ça va aller, ouais. Voilà, ça, par exemple, ça n'a aucun sens. À quoi ressemble l'odeur de l'espace? Ça, c'est marrant. Même la question, tu la comprends pas trop. Oui, il y a une explication subsidiaire à la question. C'est pas très clair, en fait. C'est assez marrant. L'odeur de l'espace est souvent décrite par les astronautes comme un mélange de steak brûlé,
de métal chauffé, de poudre à canon et parfois avec des notes de framboise et de rhum. On dirait qu'on fait, cocktail, une petite dégustation de vin, là, tu vois, note de sous-bois. Tu vois, et typiquement, ça, je me demande comment est-ce qu'ils savent ça. Oui, c'est ça. Ils ont... Attends 2 secondes, je retire mon alors, c'est pas conseillé. Non. Ouais, alors, fais pas ça. Ah merde, il l'a fait. Ok. Ah, c'est vrai, c'est marrant. Mais donc, ça peut être marrant, tu peux faire une bougie saveur de l'espace. Et on arrête tout ensemble. Voilà, tu vois, on arrête tout ensemble. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, c'est un peu ça que je voulais dire. C'était qu'il y a des choses sur lesquelles qui sont un peu plus techniques et business driven. Donc effectivement, des applications, des modèles LLM, des NLP, des modèles anti-fraude qui sont vraiment dédiés à des business sur l'intelligence artificielle. Le fait de faire des mails et de scripter, de prompter, etc. Et puis, comme un Google++, de regarder quels sont les business case ou use case de la vie et en fait essayer de te nourrir par rapport à ça. En fait, moi j'ai un autre ami qui me dit écoute, oui, c'est vraiment mon meilleur ami, quoi. Je dis mais allez, t'exagères. Moi, je croyais que c'était moi déjà, donc j'étais un peu déçu. Il me dit non, vraiment c'est mon meilleur ami parce qu'en fait déjà on se dispute pas, on se dispute jamais. Il m'apprend plein de trucs, donc on est toujours d'accord avec toi. Ok, mais t'as une relation très unilatérale. Et puis il me dit non mais écoute, en fait moi ça me donne plein de nouvelles idées. Et en fait c'est vraiment le meilleur gars que je peux avoir après de moi, quoi. Et je trouve que c'est une bonne utilisation de se dire, avec ce genre d'application AI, parce que bon, ça reste AI, c'est un chat GPT avec c'est stochastique, des formulations, ouais, exactement, c'est stochastique. Derrière, en fait, tu peux continuer à lire et vraiment, tu fais des liens avec d'autres trucs et tu dis, OK, on peut faire une bougie odeur d'espace. Ouais, ça a aidé un peu quand même. OK. Du coup, est-ce que ce que tu fais toi avec Penbox se rapproche de cette odeur d'espace ou se rapproche de ce type d'utilisation AI? En 2-3 mots, c'est quoi Penbox? Donc en fait, ce qu'on fait, nous, on est parti du concept, enfin du constat. Aujourd'hui, les entreprises continuent à échanger avec leurs clients par email. D'accord. Pour la plupart des process. Alors ça dépend des types d'entreprises, mais toutes les entreprises professionnelles, comme l'assurance par exemple. Il y a quoi, des itérations de mail? Ouais, des conversations échanges par de mail, exactement. Un sinistre, la plupart des sinistres. C'est quoi la moyenne, la moyenne d'échanges de mail pour un sinistre? 5 000, 10 000, 15 000, 20 000? Sur un sinistre, en moyenne, c'est 15. Ok, donc pour un sinistre simple, quoi. Il y a le client qui a subi un sinistre, un dommage, et le collaborateur de l'assureur va pondre 15 000 avec cette personne en moyenne pour répondre au sinistre. Ouais, exactement. Okay, pour un sinistre moyen, quoi. Évidemment, tu peux aller très très loin. Sachant qu'un mail, c'est entre 5 et 10 minutes, et puis il faut chercher les infos, etc. Donc un sinistre prend, on va dire quoi, une journée entière pour être c'est encore pire parce que c'est accumulatif. Parce que quand tu as échangé 10 emails, en fait, à un moment donné, tu as besoin d'une information, tu ne sais pas dans quel email elle se trouve, donc tu relis tout. Bien sûr, donc c'est quand c'est t'accumules, quoi. Congloméré. Plus il y en a, plus ça prend de temps supplémentaire par puis le process, les procédures, aller décharger les fonds, etc. Exactement. Donc on est parti de ce principe-là, de ce constat-là, et on s'est dit, c'est quand même fou parce que l'email, ça a 50 ans. Ça a plus de 50 ans. L'email a été créé il y a 50 ans. Ouais, le premier email a été envoyé il y a plus de 50 ans. C'est pas un Belge qui a créé? Tu vois, t'as pas besoin de écoute, il y a toi, il y a lui, quoi. Non, c'est pas un Belge. C'est pas un Belge, non. C'est un Belge qui a créé Internet, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Mais le premier réseau. On aime bien dire ça. Les Belges ont créé. Tu sais que les Belges ils ont aussi créé les boules de billard. D'accord, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. La boule de billard a été créée par un Belge. Moi, j'aime bien dire ça. Toutes les boules de billard ou genre la 8? Alors, toutes les boules de billard, mais pas toutes les boules de billard de chaque billard en commun. Il a à un moment arrêté, donné il a pris sa pension. Son expertise à d'autres gens qui le font. D'accord. C'est un peu comme Père Noël, tu t'y crois et il fait tous les cadeaux, soit il y a des lutins. J'y crois, il a des mignons. Il a des mignons. Donc en gros, on est parti de ce constat. Et on s'est dit, il doit avoir moyen de faire en sorte que les entreprises communiquent avec leurs clients de manière plus efficace, plus intuitive et aussi un peu plus conviviale. L'email n'est pas du tout convivial, surtout dans le domaine de l'assurance où en général, tu envoies un mail, tu t'attends parfois 1 mois avant d'avoir la réponse. C'est ok, t'as raison. Et donc ça, on s'est dit, en fait, il y a déjà plein de choses digitales qui existent. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? C'est parce qu'en fait, réinventer la roue à chaque fois pour chaque process qui a toutes ces exceptions, typiquement dans le monde de l'assurance, c'est très compliqué. Donc on a réussi à construire une plateforme très générique qui permet très très rapidement de mettre en place des processus d'échange entre les entreprises et leurs clients de manière sécurisée, intuitive pour les clients, transparente aussi.
Évidemment, avec un max d'intelligence artificielle dedans, que ce soit sur les documents pour en extraire les informations, les valider, etc. Mais aussi proposer des réponses un peu plus simples pour les Est-ce clients. que tu proposes des programmes ou des modèles justement de gestion de fraude? C'est-à-dire que grâce à ce que tu fais, est-ce que tu peux détecter justement les cas de fraude en analysant toutes les datas derrière et tout ce que tu as déjà eu comme cas? Alors, on n'a pas un software de détection de fraude à proprement parler. Donc, on se met sur la chaîne des valeurs où, pour des choses bien spécifiques, on va s'intégrer avec d'autres partenaires. Par exemple, la signature électronique, c'est la même chose. On s'intègre avec des partenaires sur le marché qui font ça très, très bien. Okay. Par contre, pour tout ce qui est gestion de documents, tu n'as pas besoin d'aller en général jusqu'à la gestion de fraude. Tu peux déjà automatiser une bonne partie du processus juste en validant que c'est au moins déjà le bon document. Tu es censé mettre une facture d'hôpital ou tu es censé mettre une facture d'hôtel parce que ton vol a été déplacé. Ne fût-ce que bien valider que c'est une bonne facture d'hôtel, que ça ressemble à une facture d'hôtel, qu'il y a bien tout dedans, etc., ça rend le processus beaucoup plus rapide. Ok. Là, à l'heure actuelle, tu bosses avec tous les assureurs? Alors, pas tous les assureurs dans le monde, non, mais en Belgique, presque, ouais. Presque. Ok. C'est quoi ton niveau de scalabilité, justement, par rapport à la suite? Si tu bosses avec tous les assureurs, quasi, c'est quoi? Vers l'infini et au-delà. Ouais, parce qu'il y a des limites, bien sûr. Mais on a construit quelque chose qui nous a pris un peu de temps au début à construire. D'accord. Mais c'est à combien de temps, Penbox? C'était il y a 5 ans. Donc, on s'est mis ensemble à 4. 2018-2019, tu as commencé. Fin 2019, ouais. Tu vois, juste avant le Covid. Ouais. Voilà. Comme beaucoup de boîtes. Et puis, là, vous êtes combien pour l'instant? Là, on est un peu plus de 10 employés full-time. Dizaine, c'est suffisant? Oui, c'est suffisant. On a beaucoup de seniors. En fait, on n'a plus de juniors dans nos équipes, ce qui était un peu... c'est relatif, hein, tu sais. Moi, je me considère comme un junior. T'es jeune, mais pas junior. Exactement. Je suis junior de la vie. Écoute, tu peux être... Allez, je me considère comme un senior, je ne suis pas non plus vieux. Je suis un senior jeune. Voilà, exactement. Okay. On a été beaucoup plus chez Penbox à un moment, avec beaucoup plus de juniors. Et en fait, on s'est rendu compte que le besoin à ce moment-là nécessitait d'avoir plus de gens? À refaire, franchement, non. Mais c'était aussi à un moment donné où, tu vois, c'était la fameuse bulle des startups, etc. Tu recevais du cash. Plus. Exactement, et puis tu recevais du cash, il fallait je vais pas dire le brûler, c'est exagéré. Non, tu pouvais l'utiliser, quoi. Et engager des seniors, c'est plus compliqué aussi. Donc, tu engages des plus jeunes, et en fait, tu te rends compte que c'est pas une question de compétence du tout. C'est simplement, quand tu veux aller vite, tu as besoin de gens qui savent déjà ce qu'ils doivent faire, quoi. Et donc, aujourd'hui, on est une dizaine, mais que des seniors. On parle de startup, donc Startup Life. On a un petit écosystème, un petit groupe de potes via, grâce à, avec Yannick qui est au Luxembourg, etc. Donc, on est finalement aligné les planètes et on se voit relativement souvent. Donc, startup. Chacun me parle à chaque fois de lever des fonds. Moi, je ne suis pas dans la startup, en tout cas, pas dans ce cadre-là, ni tech. Par contre, j'ai l'impression que vous levez des fonds tout le temps. C'est quoi Alors, Penbox, pas tout le temps. Mais... Ok, justement. C'est quoi la bonne façon de lever des fonds? Alors déjà, c'est compliqué parce que le contexte économique change tout le temps. Okay. Donc, quand on a commencé Penbox, ou au moment, un an après, donc au moment où tu vas pour lever des fonds, c'était un contexte économique génial pour toutes les startups. C'était presque l'argent gratuit, quoi. Et donc là, c'est un peu... Pourquoi? Parce que économiquement parlant, les taux étaient bas. Ouais, exactement. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient investir. Et donc, en fait, il y avait beaucoup d'offres et la demande arrivait. En gros, il y avait énormément de fonds d'investissement qui levaient des fonds pour investir. Et puis, il fallait investir là-dedans, quoi. Et en plus, c'était la folie aux États-Unis. Et donc, c'était moins le cas en Europe, mais beaucoup regardaient ce qui se passait aux États-Unis. Ils se disaient, on va un peu le refaire en Europe. Et toi, tu as choisi de garder ce marché belge parce que tu avais cet ancrage belge et la connaissance de l'assurance belge. Ouais. Et tu aurais pu... c'est toujours compliqué. Si tu demandes à n'importe quel fondateur, il va te dire je l'ai fait parce que je suis belge et c'est quand même plus chouette de le faire dans son propre pays. Mais le marché est... mais c'est pas le meilleur marché. Plus ambitieux sur l'Hexagone ou aux States. Non, c'est clair. Aux States, ne fût-ce qu'en termes de pricing ou de valeur moyenne de contrat, j'essaie de ne pas d'utiliser trop d'anglicisme. Tu vois. Je m'entraîne pour tous nos clients français. Mais c'est impossible d'avoir une discussion avec des anglicismes. Mais donc tout ça pour dire, la valeur moyenne d'un contrat, aux États-Unis, tu signes un petit client, tu es vite à $5 000, $8 000, juste, tu vois, pour commencer le mec du coin. En Belgique, si tu as 1000, allez, 2000 pour
l'équivalent, c'est déjà beaucoup, quoi. Et donc, il y a une notion à l'argent et à la dépense qui est déjà différente. Donc, pour une startup aux États-Unis, c'est plus facile. Le marché est plus grand. Tu as 350 millions d'habitants en direct pour une seule langue. C'est con, mais ça change énormément. En Belgique, tu commences en Belgique, tu choisis la difficulté parce que tu es d'office en français, flamand et anglais. Parce qu'au final, il y a énormément d'ethnicité en Belgique aussi. Mais tu te prépares pour le futur, c'est-à-dire une fois que tu as toutes ces langues-là, tu vois, dans Penbox, on gère 20 langues, ben, on n'a pas de problème, on fait des trucs avec l'Europe de l'Est. Non, parce que c'est pas une langue officielle. Moi, je parle espéranto. D'accord, ben voilà. Tu fais le javanais? Non. Vogede. Non, on veut pas ça non plus. Ok, je parle pas javanais. Par rapport à ça, imaginons, on peut avoir l'opportunité, le Qatar ils ont le ministre de l'AI. On pourrait avoir un ministre de l'AI ou de la technologie et un ministre des startups. Il y a eu la French Tech, donc c'est Macron, me semble-t-il, qui avait mis ça en place il y a 4-5 ans, c'est ça? Bah, au moins. Ouais. Et ça a pu justement skyrocket les startups. Ça a créé Station F, ça a créé pas mal de lieux, de plateformes, d'endroits et de communautés. En Belgique, ça décolle pas. On a des institutions, on a des organisations, c'est gouvernementalisé ou pas. En tout cas, il y a encore quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on ferait, ou qu'est-ce que tu ferais toi, si tu étais ministre de AI pour la Belgique et ministre des startups, si ces ministères existaient? Je pense que si... Alors, c'est pas la même chose, AI et startup. Tout à fait. J'ai décidé de mettre les deux ensemble et je te donne ce mandat. La patate chaude. Alors, je suis le Premier ministre et je te donne ce mandat. Mais je pense que pour que ça marche... Enfin, moi, je trouve l'exemple de la French Tech top. Parce que c'est vrai que ce qu'ils ont fait là-bas, c'est que regarde un peu le nombre de licornes, mais pas juste les licornes. Les licornes, c'est la face émergée de la C'est quoi une licorne? Il faut rappeler. C'est une boîte qui vaut plus d'1 milliard techniquement sur papier. Ou le boss a. Ouais, exactement. Et en Belgique, il y a combien de licornes, tu sais? En Belgique, il y en a 2. Ouais, il y en a plus. Je crois qu'il y en a plus. Alors, Lighthouse, c'est une licorne. Ah ouais, Lighthouse, c'est maintenant une licorne, ouais. T'as Odoo. Ouais, of course. Et une boîte, mais maintenant, qui est principalement aux États-Unis, qui s'appelle, je vais la retrouver. Sorry, Félix Van de Mal. D'oublier le nom de ta boîte. Colibra. Colibra, ouais, exactement. Voilà. Et donc, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui se passe aussi, c'est que pour que ça marche, par exemple, en France, c'est souvent des entrepreneurs qui ont réussi, qui eux-mêmes mettent de l'argent parce qu'ils y croient et aussi parce qu'ils ont toute la connaissance. Et c'est vrai que plus tu as de gens qui s'y connaissent et qui savent ce qu'il faut faire pour que ça marche, il y a beaucoup plus de probabilités que ça marche. En Belgique, on n'a pas encore eu beaucoup cette... c'est culturel. On n'a pas eu cette première vague d'entrepreneurs. Ok, mais on a essayé de les mettre en avant. Et là, maintenant, on y arrive. Les limitrophes le font. Ouais. Tu sais que... y a... Non, alors, je posais la question plutôt. Combien, selon toi, y a-t-il de millionnaires en Belgique? Un paquet. Je sais pas, mais... paquet ou un gros paquet? À mon avis, millionnaire, alors... je parle en cash, donc le fait de posséder une maison d'1 million et de rien avoir sur le compte, ça compte pas. Ah oui, en pur cash dispo, quoi. Enfin, en liquidité, quoi. En liquidité, investissement. Ouais, je sais pas, peut-être 1 million. Ok, 400 000. 1 million, c'est beaucoup, c'est 10%. 400 000, c'est-à-dire qu'il y a quand même 400 000 personnes... Déclarées, exactement. Sinon, c'est 1 million. Qui... écoute, moi, les chiffres que j'ai reçus d'une banque assez connue en banque privée m'ont estimé ça il y a quelques semaines à 400 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a quand même 400 000 personnes qui sont OK à mettre de l'argent quelque part. Alors, soit ils mettent ça en bon d'état, soit ils mettent ça en actions, en ETF, en plein de trucs, en crypto, mais ils pourraient aussi mettre ça, on va dire, chez toi, en start-up. Donc, tu es ministre de nouveau AI plus techno, tu mets quoi en place? Tu arrives là. Lundi, là, on fait week-end chill, donc là, on passe le week-end. Je te laisse le week-end. Et lundi, là, tu mets un truc en place. C'est quoi? La première chose à faire, c'est vraiment monter un écosystème avec au moins 3-4 successful entrepreneurs qui peuvent, eux, dire exactement ce qu'il faut faire, donc comment on doit le faire. Tu fais un board, tu fais un espèce de board. Ouais, un espèce de board, exactement. Okay. C'est ce qu'ils ont fait, sur la French Tech, etc. Bien sûr. Et même maintenant, on l'a Winter Circus à Gand. C'est exactement ce qui se passe. C'est des anciens successful entrepreneurs qui se sont dit, écoute, on va mettre un peu de l'argent qu'on s'est fait en exit, en sortie à la revente de notre boîte, et on va le réinvestir dans le domaine entrepreneurial. Okay. Mais c'est pas une question de juste cash. Le cash, comme tu dis, il est dispo. Et honnêtement, en France, c'était pas quand Macron a dit on va faire la French Tech, c'était pas on va mettre du cash. Non, bien sûr, mais il fallait ça existe en Belgique. Débloquer ça
et supporter le fait avec, mettre une plateforme en place, une communauté, des gens qui vont observer le marché. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'en Belgique, on a plein de subsides à l'innovation, etc. Donc, c'est pas comme si on propose zéro argent. La Flandre fait un truc dans son coin, la Wallonie fait un truc Le problème, dans son c'est coin. que c'est pas centralisé, déjà de un. Quand tu vas dans des salons à l'étranger, ou même à Paris, pas à l'étranger, dans chaque salon, tu as un gros stand Italie, et puis tu as 3 petits stands Bruxelles, Wallonie, Flandre, et parfois pas au même endroit. Et les gens savent parfois pas. Et personne ne sait à quoi ça ressemble le coq. Exactement. Okay. Donc ça aide pas non plus. Ok. Cool. Je sais que j'ai pas répondu à ta question, mais j'ai pas la réponse telle non, quelle. Mais... Tu sais, les questions, elles sont faites là juste pour discuter, hein, finalement. C'est rhétorique. Et au pire, je vais sur Oui, c'est ça. Tu te dis, demande un peu. Ok. Avec Penbox, là, donc, on va dire que tu as fait un petit bout de chemin qui est matériel. Tu as déjà eu des expériences, tu as déjà vécu des moments in, des moments out. C'est quoi le next step pour toi par rapport à Penbox et c'est quoi les ambitions? Il y a toujours beaucoup d'ambition dans une boîte. Là, aujourd'hui, on est dans une phase où, comme je te disais, on n'a que des gens seniors. Et notre ambition, c'est de passer l'étape supérieure, justement, en surfant sur la vague AI, et proposer à plus de types d'entreprises nos solutions, et donc pouvoir avoir une solution qui est aussi plus ouverte à d'autres types d'entreprises. Il faut que ça aille dans les deux sens. On faisait beaucoup de monde de l'assurance, maintenant on est sur d'autres verticales, comme on dit, donc d'autres industries, l'éducation, les avocats. Notre ambition, c'est aussi d'aller sur tout ce qui est real estate. Et donc, l'ambition maintenant, c'est ouvrir d'autres secteurs. Ouais. C'est dupliquer ce que tu as fait en assurance sur d'autres secteurs. Exactement. Donc, qui sont des secteurs différents quand même. Donc dire que tu es une insurtech, en fait, c'est pas juste. Non. On Pourtant, a commencé. Tu es catégorisé comme ça. Dans l'écho, il y a eu un article là-dessus, l'Insurtech Penbox. Mais en fait, c'est aussi compliqué parce que quand on a commencé avec Penbox, comme on n'était que sur le monde de l'assurance, ça nous allait très bien qu'on nous catégorise comme InsurTech. C'est beaucoup plus facile d'être dans une catégorie que d'être dans 0 catégorie. Aujourd'hui, on essaye de se détacher un petit peu de cette image. Alors pour le monde de l'assurance, c'est très chouette. Ça reste très chouette de bosser en tant qu'assurance avec une InsurTech. Mais pour le reste du monde, évidemment, pas du tout. Mais il n'y a pas vraiment de catégorie, ou alors c'est des catégories de productivité. D'accord. Ok. Donc, on a parlé de ce talent-là, technique, technologique, data. Il y a un autre talent que j'ai pu découvrir, c'est que tu es magicien. Magicien à tes heures perdues, ou tu étais à tes heures perdues, mais je pense que c'est une passion que tu as su entretenir comme un sport. Il y a des gens qui vont à la salle. Toi, tu faisais la salle avec tes doigts pour être agile, habile. Alors là, j'ai pris deux paquets. Je voulais pas que... T'aurais pu me prévenir, je serais venu avec un vrai jeu. Mais... Ah bah alors, justement, je voulais pas te prévenir. C'était exactement le but. Alors, j'ai pris un jeu classique, avec des cartes tout à fait classiques. Je pense que ce jeu n'a jamais existé, n'a jamais été utilisé, pardon. Ce matin, je demandais à mon fils qui me donne des cartes. Il est trop mignon. Il m'a filé des cartes Pokémon et des cartes Uno. J'ai dit, ok, c'est pas vraiment ça. Alors, j'ai d'autres cartes. C'est des OG. Tu sais quoi, les OG, hein? Non. Original Gangster. Ah oui, ok. Donc, est-ce que c'est possible de faire un tour de magie avec ces cartes-là? Ou alors, il faut des vraies cartes? J'ai pris les deux. Je trouve que c'est plus fun avec ça. Hein. Ok, oui, on veut. Alors, tu peux... Il y a Post Malone dedans, Wiz Khalifa. J'ai jamais fait, mais... ASAP Rocky... Future, donc ouais, c'est tout des magiciens. Donc, alors, la vraie difficulté là-dedans, c'est de faire le tour de magie autour du micro. Ouais, j'ai bien compris. C'est ça, il faut être de nouveau un peu plus acrobate. Donc voilà, si tu devais faire un tour de magie dans ta vie pour époustoufler quelqu'un comme ça en 2 minutes, ça serait lequel? Avec un jeu de cartes comme avec ça. Avec un jeu de cartes OG. Je regarde juste à quoi il ressemble. Hein. Ah, ça y est, il est parti. Il m'embrouille déjà. Non, pas du tout. Il m'embrouille déjà. J'ai encore rien fait. Celle-là, elle est là. J'ai encore rien fait. T'en as un particulier que t'aimes bien ou pas? J'aime bien ASAP Rocky. Ok. Oui, je vois très bien, mais... J'adore, il commence déjà. Écoute, moi, ce que j'aime bien quand je fais elle colle un peu. Ouais, non, mais elles sont complètement éclatées. C'est très bien. Écoute, on va faire un truc. Alors, je sais pas, les caméras, moi, j'y connais rien ici. Ah, moi, j'y connais rien non plus. Donc, si personne ne voit rien, tu diras ce qui se passe, tu vois. Écoute, on va faire un truc. Tu vas juste couper l'endroit, couper où tu veux, plus ou moins en deux. D'accord, ok. C'est parti. Voilà. Ops. Et on fait comme ça pour marquer l'endroit de ta coupe. Ok, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de manipulation et tout. De toute façon, c'est trop lent. S'il y avait des...
Tu me connais. S'il y a des manipulations, je te le dis, j'aime bien un peu crâner. Christophe Lambrouille. J'aime bien un peu crâner, etc. Donc quand il y a des manipulations, je te le dis, comme ça tu peux en profiter. Ouais. D'accord. Donc là, il n'y a pas de manipulation. D'accord. Ok. Les cartes sont pas truquées vu que c'est les tiennes. Ce sont les miennes. Ok. Ou alors, t'es très fort. T'as un assistant qui vit chez moi. Il y a eu peut-être une coupure au montage. Est-ce que tu veux... Donc du coup, je vais surtout pas toucher les cartes. En tout cas, pas celle que tu vas prendre. Je vais juste te demander de prendre la carte où tu as coupé. Surtout, tu me la montres pas. Et en plus, il y a un miroir, donc je vais me retourner. Ok. Ok. Tu la regardes. Ouais. D'accord. Tu la remets dedans. Ok. Est-ce que je peux la montrer à la caméra? bah, Ouais. vas-y. Autant la montrer à la caméra. Ok. Ouais, let's go. Ok, tu la remets même dans le jeu si tu veux. Dans comme le jeu, ça, parfait. Ouais, ok. Ok, c'est bon. Ouais. Check. Ok. Et d'accord que a priori, je peux pas savoir ta carte. Et c'est ça le game. D'accord. C'est pour ça que t'es là. Hein. Mais c'est assez marrant parce que du coup, on va pouvoir jouer avec plutôt les personnages. Parce qu'en général, je fais ça Chouette, avec hein. des cartes. C'est un peu plus compliqué à deviner les cartes que les gens ont Ah choisies. ouais. Quoi. Tu fais quoi? Un qui est? Ouais, exactement. J'étais en train de me dire, je pourrais faire un qui est. C'est beaucoup plus marrant qu'avec des cartes. Donc, on va peut-être. Bon, est-ce que c'est un homme ou une femme? Alors, c'est un homme. Mais c'est facile parce que tu n'étais pas prêt. Alors, c'est marrant parce qu'à la caméra, les gens pourront regarder les micro-expressions. Les gens mettront sur pause. Tu vois. À ce moment-là, les gens vont commencer à regarder le Ils podcast. vont comme ça. Et donc, on va faire un peu comme un qui est. Donc, tu l'imagines, tu vois, je sais pas, dans un Ouais, qui est, t'inquiète, il y a je un vais. truc, est-ce qu'il porte un chapeau? Et là, Il a un t'imagine. chapeau. Ouais, mais tu dois pas répondre. Hein. Moi, Ok. je le lis. Mais je vois qu'il a un chapeau, ouais. Ouais, voilà. Et alors, on va faire blanc ou basané. Blanc, basané, basané. C'est ça? Il est basané? Ouais. Basané, chapeau. Qu'est-ce qu'on peut avoir il faudrait que j'ai un peu de chance ou que I get lucky. C'est un truc comme ça? C'est ça? Pharrell Williams? C'est pareil, là. Oui, cool. Mais mec, C'est bien ça. Alors, soit tu l'as vu, Non, j'ai pas vu. mais c'est pas possible ça. Comment ça fait ça? Et que t'es hyper énervant. Voilà. Ok, on va en faire un autre. Tu veux un autre? Vas-y. Ouais, on va faire un autre. On va pas faire le même, hein. Ah bah non, là, il y a des fois différents. Mais non, mais. Ouais, il y a des Alors coups, là, j'ai envie de te dire comment t'as fait, mais je sais que tu vas pas répondre. bah, très bien, apparemment. Après, les gens pourront mettre dans le. Ouais, ils pourraient have a guess. Exactement. Ok. C'est marrant. Mais donc, par exemple, tu peux me dire stop quand tu veux. Stop quand tu veux. Ok, ici. Tu veux changer ou pas? Non? Ok. Tu prends la garde? Ouais. Ok, tu t'en souviens? Ouais. I still get lucky? Mec, non, allez, il faut une autre. On peut en prendre une autre. Alors là, ça va être vraiment de la manipulation. Comme ça, il n'y a pas de. D'accord. Prends celle que tu veux. Là, Alors, pour juste toi, un truc. Ouais, je peux l'avoir. Un truc un peu contraste, donc juste pas rouge, parce que sinon, les gens vont peut-être pas. Ouais, ok. Ouais, une femme. Voilà, c'est très bien. Beau contraste. Nicki Minaj. C'est très bien. Big booty. Ok. C'est marrant parce qu'il y a des skills, tu vois. Impact 85, Notoriety 70. Bon, pourtant, elle est quand même connue. Hein. Tu sais, c'est les cartes que moi, quand j'étais gosse, t'es un peu plus jeune que moi, mais on avait des voitures, des camions, des Ouais. tanks. C'était génial. C'était ouf. Ok. Ok, pardon. Du coup, tu me donnes la carte. Ouais. Donc ça, c'est de la pure manipulation. J'ai jamais fait ça avec ce genre de jeu. Mais vraiment, Ouais, je te t'as crois. l'impression que tout ce que je dis. J'imagine. Et donc en fait, le but, c'est d'échanger les deux positions des cartes comme ça, tu vois. Et là, le Pharrell Williams est au-dessus et le Nicki Minaj est. Ok. Ok. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est tu prends comme ceci et là, tu changes. Le Nicki Minaj qui arrive ici. On peut reprendre Nicki Minaj, tu vois. On la met à l'intérieur, on fait juste comme ça et là, elle remonte. Parce qu'ici, c'est Pharrell Williams. Évidemment, c'est toujours à deux. Voilà. Ça te va? Ouais, c'est. Bah, écoute, tu me l'as déjà fait et c'est toujours aussi énervant, ou aussi génial, aussi magnifique. Bah écoute, non, j'ai jamais fait avec ça. Ok. Bon, comment t'as commencé à faire ça, la magie? Il y a plus de 20 ans. Ok. Et c'est quoi t'aurais pu faire des échecs ou t'aurais pu faire du basket et t'as fait de la magie? En gros, j'étais à un événement Halloween pour les jeunes. Chez, je vais pas dire ma voisine, mais c'était dans le quartier, quoi. Ok. Et son père, pour Halloween, a décidé de faire un spectacle de magie. Et donc, il a fait le spectacle de magie, qui en plus était très dans le thème, parce qu'il faisait ce qu'on appelait la magie bizarre. Donc, c'est avec des objets style coffret de chasseur de vampires, authentique. Et donc, bref, il a fait ce spectacle, et j'ai rien compris. Alors, Comme moi maintenant. voilà. Comme tout le monde, en Mais j'avais déjà à l'époque ce concept de si je comprends pas, ça m'énerve, quoi. Mais à un point, c'est pour ça que j'ai fait de l'AI ou plein de choses comme ça.
Et donc, je lui ai demandé, je lui ai fait, OK, je veux apprendre, quoi. Et puis, il m'a dit, bah voilà, si tu veux apprendre, lis plein de bouquins, fais plein de trucs. Puis j'ai commencé à faire des tours, des cours. Tu pouvais, avec des magiciens qui existaient, faire des cours, tu vois. Ils te disaient, voilà, lis ça, maintenant tu peux faire ça comme ça, etc. Il n'y avait pas de vidéo YouTube à l'époque. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre presque sur Internet. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, c'était vraiment, tu lisais sur un bouquin, tu regardais les croquis, les schémas que les gens faisaient, et puis tu répliquais, quoi. Et voilà. Et blague à part, en plus, cette personne qui s'appelle Christian Schulman, qui était bon, il était connu là-dedans. Il avait gagné l'équivalent du championnat du monde de magie pour ce qu'on appelle le close-up, donc la magie de tout près, comme j'ai fait. C'est ce que tu fais. Le Macmillan, ouais. Et il avait gagné ce tournoi. Vu que tu es quelqu'un avec de multiples facettes, même si tu ne joues pas au Rubik's Cube, mais tu joues plutôt à la magie, je voulais faire un petit jeu avec toi, c'était le Trou Lie. Ok, donc très facile. C'est plutôt un icebreaker au niveau social ou quand tu es dans un groupe pour essayer de faire connaître les gens. 3 anecdotes, true lie, ou lie true ou true lie true, évidemment. Et moi, je vais essayer de deviner laquelle est le lie. Ok, vas-y, let's go. J'en ai, mais ouais, évidemment. J'en ai plusieurs, mais ça doit être des trucs que tu connais pas sur moi. Alors, le premier, donc, bien que je donne cours à l'UNIF d'IT, donc d'informatique, j'ai repassé 2 fois mon premier examen d'introduction aux fondamentaux de l'informatique à l'UNIF. C'était quoi? Brancher un clavier, brancher une souris? Non, c'est genre examen écrit. Ok. Un peu plus complexe que ça. Très bien, ok. Ça, c'est le premier. C'est un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. C'est possible. Okay. C'est pas spécialement vrai. J'ai déjà fait un aller-retour Londres-New York sur la même journée. Donc, pas dormir, etc. Aller-retour. Je ne vais pas plus loin. Et le dernier, j'ai un brevet sur un système AI qui me rapporte un chouette petit revenu complémentaire par mois. Good luck. Alors, l'aller-retour New York, à l'époque, on pouvait le faire. On pouvait faire 2 nouvel an par an. C'est vrai. Avec le Concorde, mais il y a eu un gros accident et ils ont arrêté ces conneries. Le premier, en fait, c'est tout à fait possible, hein, parce que c'est pas parce que t'as raté une fois un examen que finalement t'es nul de tout. Et c'est tout à fait possible que tu sois quand même dans cette catégorie-là et prof. Et donc, prof, ça, je sais que tu l'es. Et le brevet, en fait, en vrai, je te le souhaite. Que tu aies été un petit génie dans ton garage et que tu as été breveté ça. Et qu'en fait, ça tourne. Donc, je dirais que le lie... l'AI, c'est le brevet. Ouais. Oh. Mais alors, le lie, c'est parce que j'ai vraiment le brevet. Mais je l'ai fait quand j'étais chez Accenture. Et donc, tous les royalties, c'est pour Accenture. Ah, écoute, on peut, ils sont pas loin, hein, on peut aller leur demander. Hein. Donc, à l'époque, t'es très content. Ça coûte une fortune de remplir un brevet aux États-Unis, quoi. Donc, à l'époque. Et du coup, c'est quoi les autres histoires? Donc, l'aller-retour, c'était quand j'étais chez Accenture. Un jour, mon partenaire m'a fait bon, en fait, on a un meeting on était à Londres. Ce qui n'arrivera plus jamais maintenant. Exactement. Et donc, on a pris l'avion, on a été jusque-là, on a fait 4 heures de meeting, on a repris l'avion, on est rentré, quoi. Voilà, ce qui est, je ne conseille à personne de faire. Ouais, c'est absurde. Exactement. Et le dernier, l'IT, en fait, mon examen. Ouais. Alors, c'est pas parce que j'avais raté mon examen, c'est parce que j'avais eu, je pense, 15. Et les 5 derniers points où il m'avait mis 0 en fait, à la question, je devais les avoir. Et quand j'étais voir la copie, il y avait tellement de gens qui avaient raté. Il m'a dit, écoute, il y a beaucoup trop de gens qui ont raté, donc me fais pas chier avec... t'as déjà 15, donc c'est très bien. Et je dis, non, mais je mérite pas 15, quoi, je mérite beaucoup plus. Il m'a dit, ouais, mais si t'es pas content, t'as qu'à le repasser. C'était le moment où tu pouvais encore repasser. Donc j'ai fait, ok, je le repasse. Et t'as passé, t'as eu plus ou moins? Ah, j'ai eu plus. T'imagines, là, tu les rates. Merde. Oui, il y avait ouais, c'était un peu couillu. Ok, pourquoi pas. Bon, ça fait une belle histoire. Ça fait une belle histoire pour les trous lie, quoi. Exactement. Voilà, ok, ça marche. Bon, on va arriver bientôt out of time. Le petit moment étincelle que tu as eu, le moment dopamine, le moment étincelle, le moment goat time, le prime moment de ta vie, de ta carrière, que ce soit en privé ou en pro, le truc où t'es monté et tu t'es rendu compte que t'étais vraiment au top, c'était quoi? C'est quand? Et qu'est-ce que tu en retires? Alors, j'espère que ce sera encore plus tard dans ma vie. C'est ça qui est bien avec le concept, c'est que tu peux encore l'avoir après. Hein. Ouais, je pense qu'il y en a eu plein dans différents secteurs. Je pense trop bien, c'était la première fois où j'ai vraiment fait un spectacle de magie professionnel. Okay. Parce que tu es vraiment jeune, tu as 16 ans. C'était où? Alors, c'était dans un magnifique château. Allianz Arena? Non, j'espérais. C'était dans un magnifique château pour une super belle réception professionnelle. Okay. Donc ça, c'était top.
Et je pense quand... T'as jamais été à Poudlard? Je peux pas le dire. Je traverse un mur. Et je pense qu'une autre, c'est parce que c'est lié plus ou moins à Penbox, mais c'était quand après moins de 2 ans où on avait lancé Penbox. En fait, on a reçu le prix du courtier, parce qu'à l'époque, on travaillait entre autres pour les courtiers. Et donc, en fait, on était au travers de plein d'autres boîtes qui étaient beaucoup plus âgées, on va dire, que nous, là, depuis beaucoup plus longtemps. Et nous, on est arrivé sur le podium et on a gagné le prix du courtier. C'est un énorme truc en Belgique, Vivium Digital Award. Et le truc avec les feux d'artifice, les machins, etc. Et donc, c'était vraiment très chouette, après 2 ans, d'avoir un peu la consécration de tu bosses comme un pété dans ta chambre parce que c'est le Covid. Pour finalement avoir un trophée matériel. Exactement. Matériel qui... Allez, c'est la consécration de ça, mais ça rend le truc tangible, quoi. Et c'est très très chouette. D'accord. Et tu rentres dans le bureau et tu le montres à tes employés parce que c'est pas que pour toi, tu vois. Ça, ouais. Et donc ça c'est le premier vrai wow moment où tu te dis ok, j'ai pas tout abandonné, mes superpositions cage dorée d'avant et tout. Il y a un truc, quoi. Bien sûr, ça c'était un moment qui m'a marqué. Ok, stylé. Bon, ça marche, Chris. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'être mon ami, parce que je crois que c'est pas facile non plus d'être ami avec moi. J'ai aussi des hauts et des bas. Et je voulais te remercier pour déjà le show. Je t'enverrai la facture. Le but, ce que j'allais dire, le but, c'est de le dupliquer digitalement et on va essayer de le vendre. Il y a peut-être moyen qu'on dévie. La suite, genre le magicien nu. Voici le magicien nu. On va trouver des concepts. Ça va être un autre. On va aller voir sur Perplexity pour aller voir des autres concepts et des autres business cases. Mais voilà. Donc, merci à toi pour le partage. C'était très cool de t'avoir. Et à très vite, ma biche. Merci. Bon, c'était bon. Ouais, c'était chouette. C'est aussi 1 heure, non?